Adam yada et Chava Ishto. Et Adam a une relation avec son épouse Ishto. Ça c'est Rashi qui expliquait ça. Vata'a vateled et Caïn, elle est tombée enceinte. Vateled, elle a enfanté et Caïn. Caïn, donc elle a eu un enfant qui s'appelle Caïn. Vatomer kaniti ish et Hashem. Faites attention. Vatomer, elle s'exclama, elle dit kaniti, j'ai acquis, littéralement ish, un petit bonhomme et Hashem avec Hashem. Il avait déjà fait la remarque, je reviens pas dessus, sur le et. Le et veut dire avec, sauf qu'il y a deux façons de dire avec dans la Torah, im et et. Et on avait vu ici qu'il y avait une bizarrerie, parce que ce et en question est toujours, il précède toujours une association qui n'est pas une association intrinsèque. Et j'étais tout à l'heure avec le chauffeur de taxi. Ça ne veut pas dire qu'on est associé dans quoi que ce soit, on est associé dans une course. Il n'y a aucun lien entre nous deux. Ouais. Et ça c'est le et. Et le im c'est inversement, lorsqu'on est associé, c'est Steve Jobs et Wozniak. Les deux créateurs géniaux de Apple. Chacun a besoin l'un de l'autre. Ça c'est donc le principe du im. Or là ici, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle s'exprime en disant Kaniti Ish Im Hashem. J'ai confectionné, j'ai fait naître avec Akadosh Baruch Hu un enfant, mais elle dit et. Et on avait expliqué d'après Rav Forman, on va revoir ça de façon encore plus puissante chez Rav Hirsch, qu'elle est tellement obnubilée par cette puissance de création que constitue le fait de mettre au monde. C'est la première femme qui fait ça, puisqu'elle-même n'est pas née d'un ventre. Et Adam n'est pas né d'un ventre. Donc c'est la première expérience de la création après la procréation. Elle est tellement obnubilée qu'elle a l'impression que Hachem n'est que subalterne dans l'histoire. Elle oublie aussi l'homme. Comment? Elle parle pas de l'homme. Ça, de toutes les façons, on n'en a jamais parlé. Ouais. Et c'est vrai. Et Kadine, il fait rien, ouais. Vous connaissez la blague de Pierre Desproges. Il dit que lorsqu'une femme est en train d'accoucher, est en train donc de faire sortir le bébé, dans des douleurs atroces en général, c'est complexe, c'est très dur, ouais. Alors, dit Pierre Desproges, son mari lui tient la main et il se sent soulagé. Très vite, c'est absurde après la femme, mais c'est juste pour vous raconter la blague. C'est-à-dire, ça c'est évident, ouais, que le mari il fait vraiment pas grand-chose. Ouais, vraiment pas grand-chose. Donc ça, il n'y a pas de question là-dessus. La vraie question, c'est le Boréolam, le créateur du monde. Et ça, c'est une évidence qui fait tout. Pas il fait un petit peu, il fait tout. Il n'est pas à 50-50, il est à 100%. Ouais. Il n'y a rien qui se passe sans son impulsion permanente. Arba, Shosha Meftachot, Mishnah dans Ta'ali dit qu'il y a 3 clés qui ne sont pas données à Shaliach, qui ne sont pas données par un Shaliach, qui sont données directement à Kadosh Baruch Hu, dont une qui s'appelle la Chaya. Chaya, ça veut dire la naissance. C'est Hachem qui est là, c'est pas même pas un malach. Donc il n'y a que lui. Mais elle y voit que du feu. Elle ne voit que elle. Mais attention, elle est religieuse. Donc elle va dire Kaliti Ish et Hashem. Je mets Hashem, mais c'est presque un je mets Hashem de façon religieuse. Ça, faites attention. Première des remarques, c'est la place du bon Dieu dans cette naissance. Trop omnibulée par sa puissance de créativité, qu'elle met Hashem un petit peu de côté. Primo. Secondo, on a ici dans cette verset une information. Une information sur le nom de Caïn. À votre avis, pourquoi il s'appelle Caïn et pas Gontran, Albert ou Kevin? Hachem Kinyan, c'est très juste. Tout simple, tout bête. Ouais, parce qu'en fait, en général, le nom est toujours lié à un ressenti du moment de la naissance. On va voir ça de façon très marquée dans ces naissances répétitives de Léa. Ouais, le premier s'appelle Reuven, qui ra'a Hachem Be'oni, Hachem Reuven. Il a vu Béoni, il a vu ma détresse. Donc une femme qui se sentit un petit peu mise de côté parce que finalement c'était une femme par accident de Yaakov, on connaît le contexte. Ouais, donc ça, c'est la grosse sur la patate. Maintenant, lorsqu'elle a un enfant, sa création par excellence, l'enfant va porter le nom de son ressenti. Et ceci dans toutes les expériences de la vie, on verra Riven, Shimon, Shama, Hachem, Lévi, Apam, Yelavé, Atishi. Cette fois-ci maintenant, je monte en grade. Mon mari va m'accompagner, ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas des promenades romantiques, il faisait des promenades romantiques. Mais là maintenant, j'ai un vrai statut, j'ai déjà trois enfants, ça veut dire j'ai eu ma part. Elle savait par Ruach HaKodesh qu'il y aurait 4 femmes, 12 garçons, ouais.
Et donc 3, j'ai déjà un quart, donc j'ai déjà un part, donc c'est bon, j'ai rempli ma mission. Je suis déjà, comment dire, un produit fini, non plus un en cours. Ouais. Pardon? Accompli. Ouais, accompli. J'ai atteint ma shlemut, ouais. Et maintenant, lorsqu'elle dit Yehuda, elle dit maintenant je remercie parce que là c'est durable, c'est en trop. Ouais, Apam, Odet Hashem. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a un ressenti extrêmement puissant, profond, intime d'une mère qui va, comment dire, se retrouver dans le nom de l'enfant. Mais faites bien attention, faites bien attention. Ici, on voit donc cette similitude, Caïn, Caniti, ouais, c'est la même famille. Et sous-entendu, j'ai dit, voilà, j'ai acquis quelque chose. Et l'enfant s'appelle alors Caïn, le fait d'acquérir. Je ne sais pas comment on pourrait conjuguer ça, mais c'est un monde de l'acquisition. L'enfant s'appelle, appelle ça capitaliste, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais l'enfant s'appelle capital. Maintenant, le Rav Hirsch, c'est là qu'il intervient de façon absolument splendide. Attendez, excusez-moi. Et troisième remarque, ça va nous servir pour après, au niveau méthodologique. Vous voyez que, d'après ce que nous dit Roméo, je vais poser la question, pourquoi il s'appelle Caïn? Pardon? Parce que Kinyan, c'est marqué dans la suite, Kaniti Itachem, c'est-à-dire la justification du nom vient de façon postérieure. C'est-à-dire qu'il y a un nom, elle l'appelle Caïn. Ah, tu me demandes pourquoi? Parce qu'il s'appelle, parce que Kaniti Itachem. Ça, c'est de façon générale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque Léa donne un nom, le texte de la Torah étudie d'abord sur son ressenti. Elle dit par exemple, qui Shama, il a écouté ma détresse. Alken Karat Shemo, Shimon. Reuven, Ra'abeoni, Alken Karat Shemo Reuven. Ça veut dire, on a la cause et conséquence, système de cause et conséquence. Et là, on a conséquence et cause. C'est l'ordre inverse. Oui ou pas? Roméo, on est d'accord? Tout le monde est d'accord ou pas? Maintenant, lorsqu'il y a cette inversion, c'est une point de méthodologie que je vous donne. Ça veut dire que la raison qui est donnée est une pseudo-raison. Ouais. Je donne toujours l'exemple pour imaginer les choses. C'est comme, vous verrez, lorsque vous serez mariés, il y a des moments où c'est très sympa de s'occuper des enfants, mais des moments où le couple a besoin de se retrouver lui avec lui-même. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a même des moments où on a besoin d'être seul avec soi-même, même sans son épouse, même sans son mari. Ouais, parce qu'en fait, un individu, c'est avant tout un célibataire, ensuite il se marie, ensuite il devient père et mère. Oui, mais chacune de ces étapes ne sont pas effacées l'une par l'autre. Parce que je deviens père que ni je suis mari, ni j'ai d'identité. C'est vrai que le tumulte de la vie peut nous amener à devenir finalement que des pères ou des mères, mais c'est faux. On a une identité en couple, une identité indépendamment totalement des enfants. Et les enfants ne supportent pas ça. Pour un enfant, il faut que son père et sa mère soient, mais 100% pour lui. Et donc il y a très souvent des conflits lorsqu'on décide de partir au restaurant, ou partir faire quoi que ce soit. On a envie de se détendre, ouais. Les enfants voient toujours ça d'un mauvais œil. Toujours mauvais œil. Et donc, soit on y va en frontal, mais alors tu en as pour au moins 1 heure en moins dans ton restaurant, parce que pour essayer d'expliquer à chacun des enfants pourquoi on part accompagné. Donc nous, on a une technique comme tous les parents du monde, je pense que je ne suis pas le seul au monde. Ouais. On arrive, si on veut partir à 8 heures, on dit voilà, pour écouter les enfants, exceptionnellement, comment dire, ce soir, comment dire, le coucher va se faire à 7h30. Ouais. Ah bon, pourquoi? Pour être très simple, regarde un petit peu la note création que tu as eu en maths, et tous les professeurs disent que parce que tu dors pas assez. Regarde un petit peu, vous êtes tous fatigués, vous avez tous des cernes, c'est dangereux, il y a des grippes, donc ça veut dire, j'impose, tout le monde dodo 7h30. Bon, ça marche plus après, pas un certain âge, mais bon, disons, théoriquement, j'impose, ouais, j'impose. Ah, tu veux une raison? Bah tiens, je te donne une raison. La vraie raison, c'est que j'ai envie de tranquillement sortir avec mon épouse au restaurant. C'est la vraie raison. Mais, donc j'impose d'abord la conséquence. Tout le monde a cette heure au dodo. Ouais. Tu veux une raison? Je te donne une raison bidon. Ça, c'est ce qui se trame ici, maintenant. En l'occurrence, ici, il faut chercher forcément, dans le terme de Caïn, quelque chose encore plus puissant que Kaniti. Vous entendez pas ce que je vous dis? C'est encore plus grave que Kaniti. Kaniti, ça veut dire j'ai confectionné. On dit que Hachem, il est Koné Shamin Varetz. C'est pas qu'il a acheté les cieux et la terre. Koné Shamin Varetz. C'est pas un achat, c'est pas pécunier. On dit qu'Hachem, il est Koné Shamaim Varetz.
il façonne. Donc elle dit, mais c'est une pseudo-raison, j'ai façonné un enfant. Et la vraie raison, c'est pas Caïn parce qu'il doit s'appeler Caïn. Pourquoi ça doit pas Caïn? Parce que la racine de Caïn, avant d'être Kinyan, qui veut dire l'acquisition, et le fait de façonner, parce que finalement, elle le façonne cet enfant, en amont de ça, Caïn, on avait dit ce que la racine de Caïn, et de Kinyan d'ailleurs, c'est Stram, si vous voulez, en amont de tout Kinyan, c'est Ken. C'est quoi le Ken? C'est le nid. C'est quoi le nid? C'est un nid. Le nid d'oiseau, N-I-D. C'est quoi le nid? Le nid, c'est l'extension de nous-mêmes. C'est l'extension de nous-mêmes. Ce qui se passe au niveau psychologique lorsque nous rentrons dans le cycle des acquisitions, indépendamment de se faire un kiff du dernier iPhone 6, indépendamment de mettre de l'argent de côté en faisant un investissement lucratif dans de la pierre, dans de l'immobilier ou du mobilier, peu importe, il y a au fond de nous une volonté d'étendre nous-mêmes, de s'agrandir. Parce que nous nous approprions ce que nous achetons. En fait, moi, c'est moi avec tous mes biens. Qui sont finalement l'extension de moi-même. C'est en fait ce qui se passe dans tout Kinyan. Et ce qui est de façon assez incroyable ici, c'est que Kinyan vient de Ken. Fondamentalement, c'est que mon potentiel s'agrandit. Mon moi est en train de se déployer. Ce qui, toutes les personnes qui rentrent dans des cycles infinis de recherche de fortune colossale. Tous les Donald Trump de la création, dans les empires immobiliers colossaux. Alors maintenant, ils rentrent dans la politique, mais toutes les grandes personnes qui passent leur vie à faire des gros coups pour avoir encore plus d'argent, ils sont en train, tout simplement, d'essayer d'accéder à un moi qui est étendu et éternel. Je règne sur un empire immobilier, je règne sur un empire financier, je règne sur un empire de toutes mes relations. D'une certaine façon, on a des enfants, parce qu'on caresse l'idée d'éternité. On sait très bien qu'au bout du compte, on sera, comme dirait Keynes, à plus ou moins long terme morts, tous morts. Mais une chose est sûre, c'est que si je laisse une trace de moi, alors certains vont mettre une pyramide au Louvre, d'autres vont bâtir une famille. Mais fondamentalement, ce cache derrière ça, cette volonté de d'étendre ce nid en question. Ça, c'est ce qui se trame ici dans le personnage de Rava. Maintenant, où est le blême? Elle ressent où est le blême? Le blême, le problème, il est le suivant. C'est que, au lieu de rebondir par rapport à ce qu'elle vit et de traduire immédiatement ce miracle de la procréation, de la création, par un monde de devoirs, un monde de responsabilité, elle traduit le premier sentiment, et qui va être le nom de son fils, comme étant un sentiment de propriété. Elle s'approprie des choses alors qu'en fait elle n'est que trésorière d'un pactole qu'elle doit amener à bien. C'est ce petite nuance, cette petite délicatesse qui va expliquer tout le devenir de Caïn sans vouloir faire de la psychanalyse, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les choses vont être liées. Ouais. Puisqu'elle a un ressenti extrêmement fort qui submerge son ressenti de devoir, et qu'elle appelle son fils Caïn, à partir de là, elle est en train de montrer que finalement, eh ben, on a une part dans les choses, on peut s'approprier les choses. Cette appropriation de quelque chose qui n'est pas à elle crée Caïn. Maintenant, toujours, le contexte dans lequel un enfant naît a toujours un impact dans la vie, dans la trajectoire de l'enfant. Il y a un Saint-Grec qui dit qu'un enfant qui est né Shabbat, alors il serait irréchamé, il serait une personne qui aura la crainte de Dieu. Bizarre. Bizarre, on va essayer de cibler. L'idée est la suivante, c'est que, par rapport, voilà, c'est de la mystique ça, c'est pas de la mystique, c'est jamais de la mystique. Et le peut-être que j'ai, je sais pas, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il est vrai, c'est que lorsque une femme accouche Shabbat, on est stressé par l'acte de l'accouchement, parce que c'est un stress en tant que tel, mais on est aussi stressé de faire le minimum de malachot.
Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle, on était en Israël pour la naissance de mon fils, et on avait posé plein de questions, ouais, parce que Deva est arrivée à terme, donc en fait, à n'importe quel jour, elle devait accoucher, et on s'était posé la question, donc en fait, comment on fait si c'est Shabbat? Ouais, on avait même posé la question, c'est une question intéressante. On habitait à Bnei Brak, et mon épouse n'était pas très très rassurée d'accoucher dans l'hôpital local, et elle préférait donc aller à Petah Tikva. Bon, et alors, à Petah Tikva de Bnei Brak, tu es obligé de prendre une voiture. Elle posé la question, comment dire, à un Dayan, de savoir est-ce que, si ça tombe en semaine, comme souci, on y va, on y va en voiture, en taxi, n'importe quoi. Mais si c'est Shabbat, est-ce que j'ai le droit, pour une préférence d'hôpital, comment dire, d'entraîner tout ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on va prendre la voiture, on va prendre une ambiance, même si on fait beaucoup d'attention. C'est-à-dire, par exemple, dans les halakhot, on te dit, voilà, si tu dois appeler un taxi, tu préenregistres dans ton téléphone le numéro, de façon à ne pas avoir à appeler 10 touches, 0148, et là, ouais, F1, je sais pas quoi, donc tu gagnes un appui. Et puis une fois que tu as appelé, tu n'es pas obligé de raccrocher. Parce que pour appeler, tu es obligé de décrocher. Enfin, je suis un petit peu vieille, parce que maintenant que l'iPhone, on comprend rien à ce que je dis, c'est pas grave. Imagine à l'époque, les téléphones comme ça, ouais. Alors en tout cas, il y a plein de choses auxquelles on fait attention. Ouais. Si tu dois, on préfère prendre un taxi, mais si tu es seul dans la campagne, alors tu prends ta voiture. Quand tu prends ta voiture, tu peux démarrer, mais tu n'es pas obligé. Une fois que tu es arrivé à l'hôpital, de faire un contact, c'est interdit. Ouais. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, donc il y a un stress incroyable. Alors j'avais posé juste pour la question, et on m'avait répondu de façon évidente, enfin de façon très nette, il est une évidence que si elle se sent mieux d'aller accoucher ailleurs, et que ça demande de prendre la voiture et compagnie, il est évident qu'il faut aller accoucher ailleurs. Évident. Et pourquoi? À partir du Mishnah. Il y a une Mishnah dans le Shabbat qui dit que un homme, comment dire, si une femme est en train d'accoucher, et c'est pendant Shabbat, et elle se sent mal, enfin elle se sent mal, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rassurée dans le noir, les ténèbres, alors, comment dire, on doit lui allumer une bougie. Mais il ne s'agit pas ici d'une dimension médicale, c'est une dimension exclusivement psychologique. Mais la psychologie a des impacts tellement puissants au niveau de l'individu, dans des moments aussi cruciaux, que c'est permis. Donc on doit allumer une bougie, donc allumer la lumière, parce qu'elle se sent, elle est mal par rapport à ça. Et ça peut avoir des conséquences colossales sur elle et sur l'enfant. Donc c'est une petite parenthèse. Ce qui se trame ici donc, au niveau de la naissance, les conditions dans lesquelles tu naisses vont définir une trajectoire. Donc c'est quoi l'idée? Si tu nais Shabbat, j'imagine parce qu'en fait il est tellement né dans un bain qui s'appelle ah ça on fait pas, c'est-à-dire qu'il est né avec cette tension du respect du Shabbat. Et ben ça imprime un enfant. Ouais, ce qui se passe au début. Donc le nom qui est donné, ouais, qui est lié en fait à un ressenti de sa maman, va impacter la suite. Ça, hein, c'est donc ce qui se passe. Maintenant, autre remarque magnifique du Rav Hirsch, d'ailleurs dans le même ordre d'idée que Kinyan, Kané, de Kinyan acheté, Caïn, ouais, Kaniti. Ken, c'est le nid, mais c'est aussi le Kané. C'est quoi le Kané? Le jonc. Le jonc, en fait, la tige. La tige, ouais. C'est quoi la tige? En fait, c'est un potentiel. C'est un potentiel. Ça veut dire que, fondamentalement, elle s'approprie un potentiel d'agrandissement personnel. C'est ça qui se passe ici dans le Kinyan. Voilà un petit peu comment on définit le Kinyan. Je continue dans le texte. Vatosef la laidette. Donc, elle ne s'est pas arrêtée à une naissance. Elle enchaîne la naissance. Elle va, l'enfanta ensuite, être Achiv, son frère, être Havel. Il s'appelle Havel. Vaïhevel roetzon vekainaya oved adama. Avant de regarder Rashi, on va essayer de traduire et d'essayer de se poser des questions. Donc, Vatosef la laidette, elle a de nouveau, comment dire, enfanté. Et Achiv, son frère, et Havel, Havel. Vaïhevel, pardon, et Hevel, était Roetzon, c'est-à-dire berger. Vekain aya Oved Adama, mais Caïn était Oved Adama, c'est-à-dire agriculteur, c'était un paysan. À vous de jouer pour les questions avant de regarder Rachid. Roméo, quelle bonne question. On sait que d'où vient. Il n'y a que Adam et Rava, donc il n'y a pas de problématique. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Si pince-mi tombe à l'eau, ben, il ne reste plus que pince-moi. Donc c'est évident que Achiv, c'est une évidence. Ok, j'ai pas de réponse. Je vais aller chercher par contre, mais je ne suis pas focalisé là-dessus. Mais c'est une très bonne question, c'est une évidence. Et Achiv, cette respiration, ouais, c'est une évidence. Ou bien, peut-être que la Torah veut nous initier le concept de Achiv. Ach. Il n'y a pas de Ach avant. Il fallait bien dire une fois, c'est quoi un frère? Ouais. Donc tu sais que c'est des frères maintenant, tu sais, mais que le frère s'appelle Achiv, peut-être qu'il y a un lien. Ah, donc c'est peut-être. Je propose. Hein. Voilà. Maintenant, à vous de jouer.
il y a des questions de logique dans le verset. Le pronom de la phrase. Vas-y. Aya. Alors, Vaï Evel, Roetson, Vekain, Haya Oved Adama. Pas mal. Pourquoi? Fallait dire, pourquoi il était Oved Adama. Il était agriculteur. Pourquoi c'est au passé et non pas au présent? L'autre, il est Vaï et il fut, comment dire, devint berger, donc c'est plutôt un devenir. Le berger est plutôt un devenir, tandis que le paysan, c'est plutôt un passé. Donc, excellente remarque. J'avais pas vu en fait. Mais j'ai de quoi répondre là-dessus, parce qu'en fait, tout ce que dit Ravirch, je crois que Ravirch non plus l'a pas dit, mais en fait, ça s'intègre encore plus dans le puzzle. Donc merci, Eric. Donc ensuite, pourquoi Vaï et pas ailleurs? D'accord. Donc regarde. Non, mais c'est-à-dire que Vaï c'est négatif. Qu'est-ce qui est négatif? Ouais. Maintenant, tu peux répondre. Ça va mal finir cette histoire. Mais est-ce que c'est le fait qu'il ait eu son métier qui a mal fini? On va voir. Très bonne question. Vaï, donc, elle avait une connaissance talmudique. Odélia, je crois que c'est Dafioud, c'est dans Megillah, c'est sûr. Dafioud, je peux vous le retrouver. Alors, en fait, parce que le premier mot de la Megillah commence par Vaï, Bimer, Hachverosh, Hachverosh, Amenavedou, Vaï. Et la camarade dans Dafioud, Amoudbet, c'est sûr, Yud, presque sûr, dans Megillah dit Masoret mi enshek nesetek de là. On a une tradition des gens de la Grande Assemblée, ceux qui ont écrit la Hamida, les rédacteurs de la Hamida. Donc ces gens, la Grande Assemblée, on est en moins 300, moins 400. Masoret mi enshek nesetek de là. Ils nous ont transmis une clé de lecture. Bechol makom shekatu vayi tsa'ar betzido. À partout où le texte de la Torah commence par vayi, ça annonce un cataclysme, ça annonce une catastrophe. Amen, je dois vayi, bimakach verosh. Ouais, tout allait bien, puis boum, tac, Aman, Yotse. Et maintenant, mais qu'est-ce que tu racontes? Vaïr et Vaï Boker, Yom Rishon. Ce fut une nuit de jour, donc tu vois pas. Et justement, regarde Adam. Après, il me demande Vaï Bayam Hashmini. Tu te rappelles, c'est que moi? Ouais. Mais je comprends pas, on a érigé le Mishkan, Vaï, ce fut Bayam Hashmini le 8e jour. Ouais. Donc c'est magnifique, Mishkan, présence de Dieu. Shomamela va dire il n'y a pas eu un moment, le Zohar, pardon. Le Zohar va dire le moment le plus heureux d'Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde, c'est le Mishkan. Ou le Beth Amikdash, pardon, le Beth Amikdash de Shlomo, ouais. Il y a deux moments dans l'histoire d'Akadosh Baruch Hu, on va dire, si on peut parler d'histoire, création du monde et Shlomo Ameler, qui crée le Beth Amikdash, c'est incroyable. Donc la Gemara a demandé c'est fort, Vaï, c'est génial. Il dit non, pas du tout, t'as rien compris. Ah, ce qui se passe juste après, Nadav Aviv. Ouais, donc alors, on pourra faire un cours entier, je viens mettre ma fille il y a 30 ans, facilement. Ouais, il y a 30 ans, il y a 28 ans. 28 ans, j'avais un cours de Rav Yeshua pour expliquer exactement ce. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi? C'est une sorte de truc. Vaï. Qu'est-ce qu'elle a vaï? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a vaï? En quoi vaï initie? On remarque que c'est une conception empirique, mais on ne fait pas de la physique, nous on fait des choses en essence. Qu'est-ce que le vaï? Il était une fois, vaï, c'est il était une fois. Qu'est-ce qui se trame dans le il était une fois, once upon a time, qui indique forcément une catastrophe? C'est intrinsèque. C'est pas, comment dire, circonstanciel, c'est intrinsèque. Alors, j'ai pas le temps de vous répondre par rapport à ça. Maintenant. Donc elle demande au Dénia, elle dit je comprends pas, mais Vaïi initie, il devint une dimension négative. Alors je te réponds, bah oui, on voit la négative. La négative, c'est que juste après, il va se faire buter, le pauvre. Mais elle demande, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le fait qu'il est Roetson qui fait qu'il va être buté. C'est ce qu'elle propose. Parce que pourquoi on n'aurait pas dit sur Vaï, ce Caïn? Parce que le vrai problème, c'est Caïn qui le crée. C'est lui qui tue. Alors si on met le Vaï qui a ici une catastrophe, sur Réveil, c'est-à-dire qu'il a une part de responsabilité dans le schéma. Vous comprenez ou pas ce qui est marqué? Yoël, c'est clair ou pas? Ouais, vous comprenez? Donc on pose ces questions. Très bien, ensuite. La vérité, c'est génial parce que vous me posez des questions que je ne me suis pas préparé. Ça me déstabilise pas, mais ça veut dire que c'est riche. Ouais. Le verset est encore plus riche que ce que je croyais. Bon, ça ne m'étonne pas, mais grâce à vous, je vois encore des aspects qui montrent à quel point la Torah est merveilleuse. Donc je vous remercie de votre présence et de votre. Roméo. Pourquoi là on ne fait pas l'aîné et après le. Je te barre chez moi. Bon, celle-là elle est facile. Elle n'est pas facile, c'est Ravir qui la pose, elle est géniale. Vous êtes d'accord avec ces questions ou pas? Il y a une notion d'ordre. Il y a un aîné, un cadet. Ah oui, mais il parle de ce qu'il parle. Comment? Il parle d'Evel. Non? Ah, tu dis lui.
Tu dis lui c'est un problème, d'accord, pas mal. Il répond, ok j'entends. Lui il dit voilà. D'accord, mais. Soit dit en passant, mais alors pourquoi tu vas pas donner tout à l'heure quand il est né Caïn sa profession? Tu vois bien qu'on ouvre, j'entends, on ouvre le chapitre des professions. Ouais, d'ailleurs c'est très juif, hein. Ouais. Moi j'ai deux fils. Le premier il est polytechnicien, le deuxième il est médecin. Ouais. C'est très juif, ouais, donc c'est tout de suite on attaque la profession. Mais c'est pas les trois mères qui sont dans un parc. Est-ce que ça veut pas dire plus que c'est le premier qu'une profession dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas cette profession-là les plus importantes de la société? Alors on va voir. Je veux pas de réponse, je veux des questions. Ouais. La question est pertinente. Pourquoi on commence par parler du berger avant l'agriculteur? Alors que l'un, Caïn est l'aîné, et on devrait donc traiter le dossier Caïn et ensuite on traiter Ève. Donc très bonne question. Ensuite. Bon, troisième, mais c'est peut-être une redondance avec ce qu'il vient de dire, c'est qu'il devient Oved de Adama. Donc on voit que quoi, là c'est en même temps ce qui me gêne, c'est le côté Oved en fait. C'est qu'il soit esclave de la terre. Ah, alors, ok. Je dis, attends, en deux temps. Oved veut dire travailler la terre. Ouais. Avoda. Ouais. Avoda d'Hachem, Eved Hachem, c'est pas un esclave d'Hachem, c'est un serviteur d'Hachem. Ouais, il sert la terre, mais c'est vrai qu'il y a une connotation dans Eved qui s'appelle slave. Comment? Eved Mitzrayim. Ouais, Avdout. Le concept de slave, le concept d'esclavage. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par là. L'autre, il est Roetson, il fait paître les moutons. C'est Roé, c'est un professeur, c'est un, comment dire, c'est un berger, non, mais c'est une profession, Roé. Là, on t'a pas dit qu'il est Haklal, qu'il est agriculteur. Il est Oved Adama. Il travaille la terre, j'en déduis que c'est un paysan. Donc c'est aussi une nuance, très juste. Donc il y a plein de nuances ici. Le Vaï et Haya, donc il y en a un qui devient, c'est un futur, l'autre c'est un passé. Ensuite, le fait qu'on donne une préséance au boulot de Evel, qui est le numéro 2 de la famille, et on ne parle de Caïn qu'après de Caïn et Oved Adama, donc deuxième question. Troisième, je retiens, troisième question, donc la question du Vaï de Odélia, ensuite tu vas aller. Je sais pas si c'est vraiment une question, mais est-ce que le terme Vatosef, Ouais. c'est pas un peu bizarre parce qu'on a l'impression que si c'est un ravi par rapport au Psst, magnifique, exceptionnel. Ah, vos enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Moi j'ai du Liou quoi. Vatosef, il dit Vatosef. Ouais. Dis-moi, Vatosef indique ici, c'est la question qui pose Yoel. Encore, ça veut dire on a rajouté. Mais c'est pas des concombres. Alors encore 1 kilo. C'est pas du chocolat, ouais, moussaf. Ouais, ça a l'air un petit peu en trop. Ouais, Vatosef, elle a ajouté, mais on n'ajoute pas un enfant. Elle est de nouveau enceinte, mais on dit pas. Alors ils ont traduit. Elle enfanta ensuite son frère. Mais ils ont pas dit elle ajoute un. Ça on retrouve avec Léa, je crois. Elle a plus que le quota. Alors t'as un mode. Ouais, Non. Asaf et Kherpati pour Yosef. Non, Mechina. Bah, ton mère, Toda, elle dit merci, elle dit pas encore. Enfin, c'est pas genre, j'en ai un autre. C'est quoi? C'est Mais justement, on remarque qu'elle est bien, entre guillemets, mais c'est pour Rachel. Parce que Rachel, Hachem, il lui ajoute un enfant. Ouais, Yosif, c'est un espoir. Hachem, rajoute-moi, c'est dans le sens où Yosef, il y a deux choses. Ça veut dire, et c'est potentiel, ça veut dire. Non, Yosef, ça veut dire qu'elle a cette ambition encore. Mais Asaf est très parti. Il a essuyé ma honte, donc c'est encore l'hiver. Donc excellent, Vatosef. Ensuite, il y a autre chose à dire ou pas? Elle n'explique pas pourquoi elle l'appelle Evel. Comment? Elle n'explique pas pourquoi elle l'appelle Evel. Extraordinaire. Il n'y a pas de justification du nom. Ouais. On n'a pas justifié le nom. Ouais. Elle a ressenti qu'elle allait faire une bêtise plus tard, peut-être. C'est un élément de réponse, mais j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi elle ne s'exprime pas? Excellente question. D'accord? Excellente question, Delia. Ouais, donc, ouais. Alors regardez, on va essayer d'attaquer les réponses. Alors maintenant, déjà on attaque Rashi. Avant Hirsch, il y a Rashi. Ouais, même si c'est un peu les mêmes lettres. Alors, Rashi va répondre à une des questions qui a été posée. Pas toutes. Il va dire Roetson. Roetson, il dit pourquoi il est. C'est-à-dire, Roetson, c'est-à-dire qu'il est berger. Mais de la réponse de ce que dit Rashi, vous allez comprendre quelle était la question de Rashi. Les filles, il dit Rashi, les filles, puisque Shinit Kalela Adama, puisqu'Hachem a maudit la terre, après l'épisode du serpent, Hachem a mis en place cette malédiction de la terre. Alors, Peresh l'homme avodata. Ah oui, il dit je touche pas à ça. Ah, c'est maudit, une terre maudite, la terre est maudite. Donc je touche pas à ça. Ça veut dire, il répond à quelle question, Rashi? Alors, pourquoi Kilot, c'est Kilot. Il y en a deux, c'est pas compliqué. Faire des efforts, les gars. Il y a deux. Evel ou Caïn? Qui fait pas la même
même métier. Non, Caïn ne fait Evel. pas le. Pourquoi Evan ne fait pas. Oh, voilà, c'est la question. C'est-à-dire, sous-entendu, c'est bizarre qu'il devienne berger. Et Caïn, lui, il s'en fout. Caïn, il n'y a pas de question sur Caïn. Caïn, c'est normal qu'il soit agriculteur. En revanche, c'est bizarroïde, c'est iconoclaste d'être un berger. Donc, pour moi, c'est Caïn, c'est pas normal qu'il soit agriculteur. Pourquoi Oui, là, parce que, Il a la même éducation que son frère. Ensuite, il est l'aîné, donc c'est d'abord à lui de choisir sa profession. Donc il pourrait très bien se dire, ok, Hachem il a mis une classe sur la Attends, terre. mon frère, Roméo. Mais on est dans les plans de carrière là ou quoi? Comment? On est dans les plans de carrière là ou quoi? C'est quoi choisir la profession? Mais qui te dit qu'ils n'ont pas choisi? Qui te dit qu'ils n'ont pas choisi? Pourquoi Caïn il choisit celle-là? Mais ça c'est une question. Mais bien sûr, mais je la pose. Non, mais apparemment Rachid te dit, Rachid te dit, c'est l'inverse. La question c'est pourquoi l'autre il est agriculteur. Il aurait été comme tout le monde agriculteur. Pourquoi il est berger? Il a un problème par rapport à ça. Et il s'éloigne de toute malédiction. Ce qui n'est pas bon en soi. Attends, mais la route est justifiée. Mais apparemment c'est pas normal. C'est bizarre. Non, ce qui est bizarre, c'est que Caïn, lui, il a choisi. Donc lui il est pas gêné par la malédiction. Voilà, c'est ça qui. Ok, donc ça veut dire qu'il y a... C'est bien pour ça que je posais la question. Ok, alors tu demandes, une fois qu'il y a une notion de malédiction, pourquoi lui il a quand même continué? Ah ok, j'entends. Voilà. Super, ok, d'accord, génial. Et après, juste une question, Merci. parce que je ne connais pas du tout. En fait, ils ont quel âge, combien d'années d'écart, pardon? Les deux frères. J'ai jamais su. Je sais pas. Je sais pas. La Torah te dit pas en tout cas. La Torah ne te dit pas quelle est leur différence d'âge. Ouais. Pourquoi tu peux passer futur? Ouais, on a dit ça, passé futur on a dit. Et ça explique. Ça Vas-y. explique le fait qu'il est devenu, ça veut dire. Oh, génial, merci Yoann, génial. Donc on répond à une autre question grâce à Rachi. Pourquoi, lorsqu'on parle de la profession de berger, on dit vailli, il devint? Parce que c'était pas évident. C'est une... comment dire, il a cherché une niche. Il est allé dans des plates-bandes pas classiques. Il est allé chercher un type de métier qui n'était pas a priori le métier classique. Ouais. En revanche, Caïn, on te dit, il était, ça veut dire comme tout le monde, quoi. Il était dans la norme. Alors, petite précision sociologique, c'est vrai que le premier des métiers d'un individu, c'est paysan. C'est la première des choses. Roé est déjà un nouveau métier, une niche. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est une... Comment dire, c'est déjà plus élaboré, pardon? Oui. J'ai une niche sectorielle. Ah, pour les chiens. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait, ouais. On est déjà dans un autre domaine. Et bon, ça c'est extra. Maintenant, juste au niveau, vous avez posé toutes les questions qu'il faut, même plus que ce que j'attendais, génial. Maintenant, juste une petite parenthèse. On va voir le verset numéro 3 juste pour voir comment les choses vont exploser. Ouais. Donc, ça, vous savez que c'est très mal fini cette histoire. Regardez, verset numéro 3, Vaï Miket Yamim, et ce fut au bout d'un certain temps, Vaïave Caïn Mipiri Adama Michal Hashem. Caïn est allé amener Mipiri Adama du produit de la terre. Donc Caïn, agriculteur, bah lui, ce qu'il a comme chiffre d'affaires, c'est du blé et compagnie. Enfin, c'est des produits de la terre. Michal Hashem, il a amené donc Mincha, une offrande à Kadosh Baruch Hu. Verset numéro 4, Ve'evel Evi Gamou. Et Evel, lui aussi, il a amené Mi Bechorot Sono de ses premiers-nés de son bétail. Donc chacun amène sa canne. Ou Mechel Ve'en, et de la partie grasse. Vaïcha Hashem el Evel Ve'en Mechato. Hashem a agréé le korban, donc les Bechorot, les premiers-nés de Evel, qu'il a amené. Velkaïn Ve'en Mechato lo Sha'a. Mais il n'a pas agréé, ouais, il n'a pas accepté de façon favorable, donc l'offrande de Caïn. Vous vous rappelez cette histoire? Vaïcha le Caïn me'od vaïpelupanav. Alors, c'est la déprimée totale. Caïn, il a vu que finalement, donc, il a été à l'initiative des choses. Son frère n'a été qu'un copiteur, comme dirait ma fille. Ouais. Donc, il a fait qu'un copier-coller, et finalement, Akash Baruch qui il accepte Hevel, et non pas Caïn. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Yomer Hashem al Caïn. La macharalecha va la manafavalecha. Alors, imtitif, c'est elle, venadonana. Verset numéro 8. Elle arrive. Il parlait avec son frère Evel. Une fois qu'ils étaient dans le champ, comme Caïn elle Evel écrive, il s'est levé vers son frère, il l'a tué. Vous voyez comment ça se passe maintenant. C'est quoi qui fut favorable? Comment Il accepte. Il dit ok, ouais, je suis content. Enfin, je sais pas, il marque d'approbation, je sais pas comment ça s'appelle ça. En tout cas, clairement, lui oui, lui non. Toi oui, toi non. Maintenant, ça va provoquer, ce que ça provoque, c'est la mort. Ce qui est important, c'est que donc il y a une ligne de démarcation extrêmement claire entre Evel et Caïn, un conflit intestinal, comment dire, une guerre de religion fraternelle qui se met en place, la première guerre de religion. Mais on n'a aucune information pour l'instant dans la Torah
qui vont te dire oui, c'est un tzaddik, l'autre c'est un aracha. Alors si je veux jouer à Cluedo, enfin, qui a tué, on sait c'est Caïn. Mais si je veux jouer au Cluedo des tzaddikim, qui est le tzaddik dans l'histoire? Enfin, ça veut dire, alors, apparemment il a fait une grave erreur, Caïn, mais rien dans le texte ne nous permettait de présupposer une telle catastrophe. On n'a aucune information. On a un nom et une profession. Comment? Un Vaïd. Oh, mais Vaïd, il est annonciateur, oui. Pas mal, ouais. Pas mal. Il est annonciateur, on a un Vaïd. Mais c'est pas grand chose. Et donc, il faudra forcément, pour comprendre ce qui se trame ici, pas être dans le constat journalistique, ouais. Vous savez, je vous dis, il y a une mort, il y a eu du sang qui a coulé, il a pris un couteau, on s'en fiche, tout ça. Faut comprendre les raisons des choses. On sera obligé de comprendre que tout se situe au niveau des éléments qu'on a, c'est-à-dire un nom et une profession. La profession va nous renseigner sur tout ce qui se trame ici. Je t'écoute. Qu'est-ce que ça signifie, Evel? C'est un endeuillé. Tu peux répéter? Endeuillé? Tu peux répéter? Oh, on va en parler ça. Non, moi c'est une question. Oui, on va en parler. C'est une question C'est facile. un endeuillé, donc. Non, faux. Avec un Aleph. Oui, ouais, c'est Mais c'est pas grave, c'est pas loin. Il a raison au niveau onomatopéique et on va jouer beaucoup avec l'onomatopée grâce à Rav Hirsch. Rav Hirsch nous amène à travailler l'onomatopée. Maintenant, regardez, Rabotai. On n'a aucune expression de la maman lorsqu'il naît Havel. On n'a pas de justification du nom. Ça a été remarqué ça aussi. Alors, une fois qu'on a toutes ces questions devant nous, on va pouvoir travailler. Très bien. On commence par ta remarque, Roméo. Batosef, la Ledet, est arrive, et la remarque aussi de notre ami Yoann. Batosef, elle a rajouté. Elle a rajouté. Fallait pas, quoi. Comment? On dirait qu'il fallait pas, quoi. Il fallait pas appuyer. Alors, en tout cas, ça montre, comment dire, une absence, comment dire, on va dire de joie. Alors, j'appelle ça une absence de joie. Ça veut dire que elle a une ressenti absolument exceptionnel dans la naissance du premier, qu'elle ne retrouve pas dans le deuxième. C'est déjà un de plus. Elle n'a pas le même ressenti de joie, de créativité ultime chez le deuxième, et pour cause. Parce que chaque enfant est un monde en tant que tel, mais la première expérience qu'elle a, devenir mère, c'est quelque chose qui est tellement inédit que la deuxième naissance ne fait pas le poids par rapport à la première. Donc l'émotion est pas du... Enfin, c'est sûr qu'elle est émue, mais c'est pas le même degré d'émotion. Peut-être qu'elle a fait que souffrir. Je sais pas, en tout cas, on est forcément dans un delta de ressenti, primo. Maintenant, l'enfant s'appelle Havel, et c'est pas une erreur que tu as faite. Havel veut dire, c'est quoi le Hevel? On dit que le monde tient encore aujourd'hui, vous savez, grâce à quoi? Non pas grâce aux accords bilatéraux de l'ONU et compagnie. Hein. Le monde tient Bestrut Hevel Piv chez le Tinokot chez le Betraban. Le monde, il est maintenu grâce à la buée Hevel, c'est la buée, Piv, la bouche, des Tinokot chez le Betraban, des enfants qui étudient la Torah, qui sont des Tinokot. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore bar mitzvah. Le monde tient sur cette buée. Hevel, c'est une buée. C'est quoi la buée? C'est quelque chose qui est extrêmement éphémère. La buée, elle reste pas longtemps. On fait des dessins, ils s'effacent rapidement. Et c'est que la famille de Hevel avec un He, de Bet Lamed, la terminaison de Bet Lamed, si tu lui mets un He, ça fait Hevel, c'est la buée. C'est quelque chose qui s'estompe. Si tu lui mets un Aleph, ça fait Afel. Pardon, avec un P, toujours en onomatopée. Havel, Afel. Afela, c'est quoi Afela? Sombre. C'est lorsqu'il n'y a pas de possibilité de pénétrer la lumière. Tu peux utiliser aussi dans Evel avec un Aleph. Evel, c'est l'endeuillé, ça veut dire c'est la fin d'une relation. Et d'ailleurs, on a aussi ce terme dans Aval, Evel, Aval. C'est les mêmes termes avec juste des voyelles différentes. Qu'est-ce que veut dire Aval? Quel rapport avec Aval? C'est quoi mais? Aval veut dire mais. Cette conjonction de coordination mais. Mais où est donc handicap, pardon? Je disais mais, j'entendais pas. Ouais, mais. Une opposition. Alors, mais exactement, on va à rebours, ça veut dire. Quel rapport entre mais et Evel et l'endeuillé?
c'est que l'endeuillé se pose des millions de questions existentielles. Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi il est parti si jeune? Pourquoi? Et l'endeuillé a tendance fâcheuse, a une tendance fâcheuse, à s'appesantir sur ces questions. Alors, on vient lui dire, c'est vrai, tu as plein de questions, mais la vie continue. Evel Aval. Vous entendez pas un petit peu le génie du Lachon Kodesh? Pourquoi là, c'est celui qui meurt, qui s'appelle l'endeuillé, donc on aurait dû... Avelut. Non, celui qui porte le deuil s'appelle Avel. Non, j'ai compris, mais Evel, c'est par rapport à lui qu'on a parlé de l'endeuillé. Non, Avel c'est une buée, c'est-à-dire que... Oui, non, mais pareil, ce sentiment de la vie ne vaut plus une fois que le proche est parti. C'est un sentiment qu'on contrecarre en disant Aval. Le Even n'a plus de goût à l'existence. Il voudrait mettre un terme à cette existence. Il est tellement attaché à la personne qui est partie. Et la Torah l'appelle Evel pour qu'il comprenne que Aval. Oui, c'est vrai qu'apparemment, il n'y a plus de goût à l'existence. Mais quand même, on va continuer à vivre. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Evel, Aval. Hevel indique toujours, donc Hevel, Avel, Afel. Ouais, Afel, quelque chose qui est sombre, indique toujours la fin, comment dire, une rupture. Rupture de la vie, rupture de la lumière, rupture de tout. Maintenant, troisième point. Vaïevel Roetson. On s'est posé la question, il est devenu Roetson, Rachid demande, sous-jacent, pourquoi Roetson n'est pas Onadama? Il dit, alors Rachid a son explication. Et là, le Ravirch va, comment dire, nous rentrer dans une explication absolument gigantesque, qui va lui faire comprendre la différence de comportement des deux frères. Et il dit souvent qu'on commence par l'agriculteur. Donc le deuxième frère, il est agriculteur. Caïn Aya Oved Adama Aya au passé. Ça veut dire qu'il a pris la fonction que tout le monde avait, malgré la malédiction de la terre. Il dit que le Oved Adama, le paysan, fait un travail qui n'a absolument rien à voir avec le berger. Qui peut me donner les différences? À part évidemment au niveau kilo-euro, j'attendais, c'est là, mais à part ça. Donnez-moi la différence entre allez, trouvez, creusez. Paysan d'un côté, c'est vrai qu'on ne connaît pas, et berger de l'autre. Le paysan, c'est fixe. Il a ses terrains et le berger, il se promène. Premier des points essentiels, le paysan, il est fixé sur une terre. Le berger, ça bouge. Ensuite, deuxième. Le paysan, il est soumis au bon vouloir des saisons, de la météo. Ouais. Ouais, alors, lui, il est extrêmement soumis, effectivement, aux intempéries. On pourrait dire qu'un berger un peu moins. Très juste. Ensuite. Le berger, il est gros au contact de la vie, puisque les animaux, alors que le paysan, non, c'est... Différence essentielle. Le berger vit dans un monde de sensibilité. Presque humaine. Presque humaine. Parce qu'un animal vit. Le paysan n'est pas au contact de la vie au sens vie humaine du terme, il est au contact de la vie biologique. Mais il peut même avoir un dialogue éventuellement, mais c'est déjà c'est un poète. Pardon? Comment, ouais. C'est vrai que dans l'actuariat, on n'arrive pas à comprendre. Comment, ouais? Oui ou pas? Donc, et c'est une différence absolument essentielle. À votre avis, un bonhomme qui s'engage dans l'agriculture, un bonhomme qui s'engage dans la comment ça s'appelle, dans Roetson, dans le travail de berger, quelle différence ça va impacter chez lui dans son quotidien? Quelle différence d'être humain? Il y en a, il prend, l'autre, il s'occupe des autres. Non, tout le monde s'occupe. Tu t'occupes de ton champ, tu t'occupes des bêtes. Donc, dans les deux Non, cas. mais il prend, il prend de la terre. Non, mais je peux prendre aussi de la laine. Il va prendre de la laine, il va prendre aussi du lait. C'est pour les abattre à la fin. Ok. À ce moment-là, il n'a pas encore le droit de manger. Ouais, alors. Il y en a qui est solitaire. Comment? Il y en a qui est solitaire. Tout le monde. Ah, oui, ça c'est le principe de vie, pas de vie. Mais regardez. Si dans la vie, je m'occupe des bêtes, d'une certaine façon, ça m'oblige à développer une dimension sentimentale à l'intérieur de moi. Un berger devrait être quelqu'un de plus raffiné qu'un paysan. Comment? On va avec Moshe. Alors, c'est la raison pour laquelle tous les avotes ont fait une grande école pour devenir patriarche, qui s'appelle être berger.
C'est la grande école de l'époque. Ça leur permettait d'étudier aussi en même temps, parce que ça ne demandait pas trop de. Quatrième élément essentiel, il y a beaucoup plus de boulot auprès d'un agriculteur. C'est un travail qui est beaucoup plus harassant que le travail de berger, qui est un travail dans lequel tu peux avoir plus de moments de liberté. Tu peux t'habiller les bêtes d'un côté. Le paysan est en permanence sur le qui-vive pour bêcher sa terre, pour bêcher. Ces différences qu'on a évoquées ici, vous avez trouvé, qui sont marquées chez Rav Hirsch, vont expliquer une ligne de démarcation extrêmement claire entre des peuples qui sont déployés dans l'agriculture et des peuples qui sont déployés dans d'autres domaines que l'agriculture. Exemple. Étant donné que l'agriculteur est proche de quelque chose qui n'est pas spécialement sensible, le risque est extrêmement facile, vu la dose de travail qu'il investit, de rester dans ce mode d'appropriation de tout. Ça, c'est mater. Le paysan dérive rapidement dans une dimension de avdout, de servitude par rapport à cette frénésie de l'acquisition. Ça, c'est le premier déboire qu'a un agriculteur. Et d'ailleurs, le dit le Rav Hirsch, étant donné qu'il est à ce point obsédé par son kinyan, alors il finira par effacer le bon Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle, plus les peuples étaient basés, étaient des peuples qui basaient leur vie sur l'agriculture, plus c'est des peuples dans lesquels est facilement rentrée la vodazara, l'idolâtrie. Inversement, le berger, étant donné qu'il a beaucoup plus de temps libre, il a moins de contact avec la notion de propriété, parce que la propriété qu'il a, ce sont ses bêtes, mais ce sont des bêtes qu'il ne fait que aider à vivre, mais ce n'est pas lui qui est la source de leur existence. C'est une nuance essentielle. Lorsqu'un agriculteur va planter un plant de tomates, il est le créateur de ce plant de tomates. Total. Il est dans la possession totale. On possède aussi des animaux, mais ces animaux, le lien est beaucoup moins possessif que celui de la terre. Qui plus est, c'est quelque chose qui bouge, comme le disait très bien Ariel. Et donc, il y a un rapport au capital, au sens marxien du terme, qui est infiniment moins puissant, qui laisse beaucoup plus de place à une occupation spirituelle. Voilà cette ligne de démarcation radicale entre les deux travaux. Maintenant, pourquoi, demande Roméo, malgré la malédiction de la terre, Caïn est devenu agriculteur? Pourquoi tu n'as pas fait comme ton frère? Réponse. Alors maintenant, on comprend pourquoi la Torah donne préséance au boulot de Caïn, de Ével plus que de Caïn. Donc lui, il a décidé, de façon proactive, de ne pas se laisser piéger dans le système de l'agriculture. Il décide pas simplement parce que c'est maudit, une sorte de, de malédiction de l'endroit, non. C'est parce qu'il comprend qu'en fait il y a quelque chose dans lequel il va rompre son lien avec Hachem. D'ailleurs, le Rav Hirsch, j'ai oublié de dire, donc tous les Havot, patriarches étaient des roés, David était un roé, était un berger. Et regardez comment c'est magnifique. En Égypte, Yosef dit à ses frères, faites-vous passer pour des bergers. Parce que, pourquoi faire passer pour des bergers quand vous arrivez? Pourquoi? Mais c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça va faire chez les Égyptiens? Ils sont séparés. Il dit le texte, non, puisque ça, oui, on va se séparer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi ils vont se séparer? Alors, on peut pas coexister. Un ingénieur, un marketing, c'est pas possible. On peut pas être dans un space room ensemble, non, pas possible. Comme on a du bétail, il faut. Alors, c'est bien l'écart, mais plus que ça. Alors, c'est intéressant, le texte va dire pourquoi il dit? Parce que tu sais quoi? Les Égyptiens haïssent les bergers. C'est quoi ils haïssent les bergers? Tu sais quoi, tu haïs une profession? Tu sais pourquoi? Parce que l'Égypte était avant tout agricole. Et pourquoi elle était avant tout agricole? Parce que fondamentalement, on avait les deux travers là-bas. Premier travers, c'est le travers de la Avodah Zara, en veux-tu, en voilà. Mais c'est une conséquence du métier. Deuxième chose, l'individu n'a pas de place, ce n'est qu'une force de travail. On le voit dans les systèmes de pyramide et tout ça. Ça veut dire que tu n'es que ce que tu produis. Et tu n'intéresses personne. Ça, ce sont les deux conséquences du travail de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle nous dit Rav Hirsch que Akadosh Baruch Hu a donné des règles extrêmement complexes dans l'agriculture. On a un Shabbat dans lequel tu ne bosses pas. On a une Shemitah, pendant un an tu ne bosses pas. C'est colossal. C'est qu'étant donné que le rapport à la terre est un rapport dangereux, Akadosh Baruch Hu l'a
entouré d'une foultitude de rappels du bon Dieu. Tu as le Shabbat qui te rappelle le bon Dieu, tu as une année qui s'appelle la Shemitah, tu as le Yovel qui te rappelle le bon Dieu, tu as l'Eket Shira Upea, le devoir pour chaque agriculteur de lâcher prise. C'est quoi lâcher prise? Ça veut dire tout ne t'appartient pas. Ah, mais je comprends pas. C'est moi qui ai aligné, j'ai acheté les graines, j'ai bêché, j'ai labouré, j'ai planté, j'ai. C'est le monde du jeu. C'est le monde de l'égoïsme. C'est la projection de Caïn. Ce monde est un monde dangereux, donc on te dit trois choses dans ton terrain, dans le petit terrain, petit moi, l'eket shikha opéra. Tu ramasses ce que tu as coupé, tu ramasses. Et comme dit le proverbe en français, qui trop embrasse mal étreint, il y a quelques bribes qui tombent. Tu n'as pas le droit de les ramasser. Tu n'as pas le droit de faire de prendre jusqu'aux miettes. Ça, c'est pour les pauvres. L'eket shikha. Tu as pris toutes tes modes de foin. Tu en as oublié une sur le champ, tu n'as pas le droit de revenir pour la prendre. Non, tu vas pas commencer à gratter la miette encore. Ouais, pour les pauvres. Les riches européens, il y a carrément un coin qui ne t'appartient pas. On vient protéger, pas taxer le paysan, on vient protéger de façon à ce qu'il puisse tisser avec la terre une relation saine. Donc on comprend maintenant pourquoi la première des professions qui nous intéresse, c'est celle de Roetzot, parce que c'est celle qui va te permettre de tisser un lien avec la sensibilité des individus. Et donc, tu pourras garder une notion d'égalité des hommes. Oui, parce qu'en fait, si tu es capable d'être sensible à l'autre, tu ne peux pas lui instrumentaliser comme on le fait dans le monde de l'Égypte. Primo, secondo, tu garderas des temps libres pour pouvoir t'épancher auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est la profession d'avenir, ouais, le métier qui marche, c'est Roetzon, en tout cas pour lui. Mais lui, Caïn ne peut pas faire comme son frère. Il est presque condamné à être près de cette terre. Pourquoi condamné à être près de cette terre? On avait expliqué d'après un Forman qu'il va, comme tout agriculteur, planter une graine. Une fois qu'il la plante, il l'enterre. Une fois qu'il l'enterre, il la noie. Donc il la touille. Enterrement. Noyade, le maboul. Ouais. Et après, Gilgoul. Il travaille la terre. Donc en fait, il la perturbe cette graine. Et malgré cela, il y a, au bout de 15 jours, 3 semaines, en arrosant, tac, une pousse qui commence. Ça veut dire quelque chose de magique dans l'agriculture. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est magique. Quelque chose qui monte, c'est magique. Cette magie, c'est finalement pour Caïn la possibilité de faire avec la terre ce que sa mère a fait avec son utérus. Cette magie de la création qu'a vécu Chava est tellement incroyable qu'elle en oublie la participation du bon Dieu en disant Keniti Ish et Hashem avec Hashem. C'est tellement colossal qu'elle appelle son fils Caïn Ken, le ni, c'est-à-dire cette appropriation, c'est moi, c'est l'extension de moi, que dans sa profession, Caïn, de façon intrinsèque, se sent presque obligé de réitérer cette expérience à travers l'agriculture. Il n'a pas réussi à dépasser le schéma maternel. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Caïn. Adam et Chava, ils faisaient quoi? A priori, dans le Gan Eden, rien du tout. Non, mais ils étaient sortis. Une fois qu'ils sortent, Comment? ils viennent sortir, je sais pas. Ils viennent sortir. On se prend. Ouais. Je sais pas. ANPE, Pôle emploi. Pôle emploi, je sais pas. Je sais pas. Dieu, il a dit à Adam que La vôtre. de son front, il aurait sa part d'un, donc sûrement qu'il devait travailler la terre. Ouais, lui aussi, la norme, ce serait de travailler la terre. C'est la truc la plus. Ouais, tu vas suer. Ouais. Et finalement, cette sueur en question, c'est ça qui irrigue le champ. Mais donc, si finalement il fallait le faire, pourquoi son offrande a été refusée? Non, arrive à l'offrande, 2 secondes. Pour l'instant, je place le cadre. Maintenant, Vaïmi Ketz Yamim Vayave Caïn Mipiri Adama Mincha Hashem. Au bout de. Ouais. Et c'est pas une extension de Salah? Quoi? Hevel. C'est pas une extension de Non. Salah aussi? Alors, non, pas du tout, parce que Hevel. Ouais. Pourquoi plus Caïn que. Parce que Hevel, c'est de la buée. Oui, d'accord, par rapport au Il y a prénom, mais ça buée, ça veut dire que ça- ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Il y a tout un livre de Shlomo Ameler qui s'appelle Kohelet qui commence par Havel Havelim. Finalement, il n'y a rien de sérieux dans le monde. Tout est de la blague. Tout est de la blague. Une génération se lève, une génération tombe. C'est un cynisme ce livre, Havel Havelim. Tout n'est que vanité. Il n'y a rien de nouveau. Tout la même chose. Ouais, tout la même... Le monde est une grande vanité. C'est de la blague. C'est un monde qui s'évapore en permanence. C'est ce que dit Shlomo Ameler. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout, c'est ça qu'on dit, elle n'a pas eu la joie de Caïn chez Abel. Vatosef, donc lui, il est en plus, c'est une pièce rapportée. Maintenant, Vaïmi Ketz Yamim Waou. Vayave Caïn Mipira Adama Mincha Hashem. Faites attention.
Le texte nous dit Vaïmiket Yamim, et ce fut au bout de quelques temps, Vayaze Kaïm Miperi Haaretz, Adama Minchal Hashem. Il a amené du produit de la terre, Minchal Hashem. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici dans ce verset? À vous de jouer. Je veux bien revenir sur la question en fait d'Evel. Il n'a rien fait, mais finalement, ok, le nom, effectivement. Qui n'a rien fait? Enfin, Evel. Ouais. Comment elle a mis au monde un deuxième enfant qui finalement. C'était Evel Avelim, du vide. Enfin, c'est compliqué quand même de se dire que son deuxième enfant. Et en plus, lui, il n'est pas responsable. Il n'a jamais demandé d'être en Non. C'est compliqué cette idée. Il est en relativité beaucoup moins fascinant que Caïn. Oui, mais pourquoi? Et aux yeux de sa mère. Aux yeux de sa mère, pas en soi. Non, mais après aussi, La mère, on c'est se normal, voit c'est le que- premier, donc c'est tout nouveau. Bah non, il y a même normal. Alors, regarde. Non, Ça, je le rêve. non, mais c'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que si jamais. Hein? La bataille. Regardez, il faut tout lire. On est obligé de tout lire. Je pas tout vous. Comment dire, le suspense. Non, mais c'est parce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi je me suis permis de dire ça, c'est qu'il y avait aucun sentiment de travail qui était exprimé. Ouais, C'est regarde. ça que j'ai. Ni qui exprime le nom d'ailleurs. Le nom n'est pas justifié. C'est pas Evel. Voilà, donc l'interrogation, donc. Il est en trop. Il est en trop. Et le tossif. Il est en trop. Pourquoi il est en trop? Parce que elle n'a pas vécu avec la même joie. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de dire que. Voilà, c'est tout. Le Ok, premier, elle avait la joie. Dis-moi, on va aller plus brutal. On va être plus brutal. Ouais. Tu as une idée pourquoi Yitzhak il préférait ça à Yaakov? Pourquoi il préfère le tordu au tzaddik? Il s'est laissé tromper aussi, par exemple. Il n'est pas si dupe que ça. Qui vous devait, c'est un coup de qui vous devait. Oui, non, mais ok, c'est pas si dupe que ça. J'avais entendu une explication très psychanalytique, mais c'est pas grave. Mais j'ai entendu dans Zayan. C'est parce que c'est une réalité. Ouais. Pourquoi? Comment c'est une réalité? Vous sentez ce On potentiel? tisse avec l'aîné une relation, Ça ajoute au sujet. comment dire, qui est toujours plus forte. Et des fois qui vient mal. On a toujours beaucoup plus d'enjeux avec un aîné qu'avec les autres. Ils sont Et des fois, alors, ça fait qu'on va plus le gâter, on va beaucoup plus le corriger. On sent une tension, ouais. C'est-à-dire, il y a une réalité qui s'appelle, ben voilà, Yitzhak, avec tous les psychiques que tu feras, il préfère, et ça parce que c'est l'aîné, un point, c'est tout. Ah bah, j'ai à comprendre. C'est-à-dire, il y a une sorte de réalité qui s'appelle sa position. Et ça, alors, c'est assez psychanalytique, mais je suis désolé, c'est partie de la vie, quoi. Et on a des exemples, c'est-à-dire, là c'est assez grossier. Non, on te donne même pas la justification du nom, il s'appelle Evel. Et pourquoi il s'appelle Evel? Tous les noms sont justifiés dans la Torah. Même Adam, il est justifié. Adama. Tous. Pourquoi d'un coup, lui, il échappe? Parce que, il va tout simple. Lui aussi. Ok, mais là, regarde, et ça, on a quand même expliqué le prénom. Je suis d'accord qu'il y a peut-être une On différence l'explique. avec. Et ça, on va l'expliquer. Exact. Et Yaakov, on l'explique. Et la Evel, on l'explique pas. Alors, je comprends le point de vue que le deuxième, c'est peut-être. Ok, c'est pas la première expérience, c'est pas l'aîné. Il peut y avoir une différence. La première naissance. Mais à ce point-là, de dire que c'est Evel, rien, là, c'est pas pareil que Alors. entre Yaakov et Esav. Là, on est carrément vraiment à deux extrêmes. Non, parce que non. Non, ouais, non, parce qu'en fait, non, mais. Il y a une Evel, différence de sentiment quand même qui est assez forte. Evel, il y a un Rashi assez incroyable Le deuxième. qui dit qu'il y a un Rashi, vous savez que le Rashi n'est jamais dans la mystique, mais il y a des fois, il y a des petites exceptions, il n'y a jamais de règles en fait dans la Torah. Alors, il y a un Rashi, je ne sais plus où il est, mais qui dit qu'en fait, que Moshe c'est un Gilgul de Evel. C'est une. Ouais. Donc, Evel, il est pas. Comment dire, il va jouer son rôle tôt ou tard. Ouais, faut pas. Mais pour l'instant, on est toujours en vision relative, on n'a pas le choix. Quelles sont les questions à poser ici, avant de regarder Rashi? Pour l'histoire de qu'on préfère sur le premier, il y a aussi on préfère sur le dernier. Ouais, Yaakov il préfère Yosef. Le petit dernier. Le petit dernier. Non, c'est le premier de sa Le fille. premier dernier. Premier par rapport à sa fille. Et après, Benjamin. Non mais attends. C'est plus brutal que ça. Hein. Il préfère Rachel, donc il préfère Yosef, c'est tout. Il préfère Rachel, donc il préfère l'aîné de Rachel, c'est tout. Batzekounim, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a une préférence de la base. À la base, il s'est entendu avec Rachel, pas avec Léa. C'est un accident, Léa. Elle vive l'accident en permanence. Et cette lutte, on va pas la quitter pour l'histoire de Yosef. Hein. Elle va parcourir tout le Nard. Il y a des massacres qui vont être faits dans la Benjamin, tribu. c'était après. Numéro 2, Benjamin. Ouais, Ouais, il venait après Yosef. ouais après Yosef. Donc c'était le dernier. Petit dernier. Donc il préférait le dernier de. Non, Yosef. Il préférait Yosef. Yosef. Ouais, Yosef. Maintenant regardez Rabotai. Vaïm Iketz Yamim
Vayavo Kaïn Mipiri Adama Mincha Lachem. Il a amené Mincha. C'est quoi Mincha? Comment? Une offrande. Maintenant, en général, les offrandes dans le Beth Amikdash, c'était comment, notre ami Ariel? C'était quoi? De la farine. La farine et de l'huile, très bien. Or là, c'est au sens générique. Mincha, l'offrande. D'où ça vient Mincha? Manché, dit Ravir, je peux pas le savoir. Manché, c'est-à-dire on se laisse guider. Tu vois, on se laisse guider, ça veut dire je prends conscience. C'est quoi? C'est un remerciement. Je prends conscience que rien ne m'appartient. Et je suis totalement téléguidé par Hachem. C'est ça en fait l'idée de l'offrande. L'offrande, c'est le remerciement dans lequel tu dis voilà, comment dire, finalement tu guides tous mes pas. Manché. Un manché, c'est celui qui te guide. Maintenant. Très intéressant. La tefila de Mincha porte le nom de Mincha, qu'on traduit comme étant le fait de se sentir guidé. On l'a fait à quel moment la tefila de Mincha? Non. Avant le crépuscule. C'est un moment qui est toujours une tannée, surtout en hiver, parce que tu es en plein business. Toujours un moment entre eux. Et ce qui est génial, justement, c'est justement parce que c'est un moment dans lequel tu es dans la frénésie de la créativité, de la création, du business, que tu viens dire à Hachem, c'est toi qui guides mes pas, alors que j'ai pas l'impression. Alors que je suis en train de faire plein de procédures informatiques qui font que c'est moi qui suis là. Ouais, donc c'est pas anodin. Manché Mincha. Donc Mincha, c'est l'offrande. Il amène une offrande et il dit un truc incroyable à Hirsch. Il apprend ici, c'est la façon de tacler le Rambam, mais il y a un Rambam dans le Moré des Voukhim qui dit que, comment dire, beaucoup des corbanotes que vous voyez dans la Torah, c'était juste pour donner un pendant pour les Juifs par rapport à ce qui se passait dans le monde de la Avodah Zarah. Ouais, une sorte de Mavdil, ouais, les enfants qui sont gênés par l'arbre de Noël, alors on leur fait Zarma un truc, tu vois. Bah, c'est un Moré qui a fait couler énormément d'encre, c'est-à-dire quoi? Tu veux dire que. Alors lui il amène ici les rayons extraordinaires. Alors j'ai dit mais tu vois bien qu'il y ait une notion d'offrande avant qu'il y ait de la Avodah Zarah. Il y a des corbanotes qui vont être amenés avant la Avodah Zarah. Donc il veut dire ici Rav Hirsch que tu vois bien que le concept de korban n'a absolument rien à voir avec la Avodah Zarah, avec les païens. Alors il faut rendre compte maintenant du Moré Nevorim qui dit que peut-être que dans certains korban il y aura peut-être cette idée. Je sais pas, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas Rav Hirsch va dire il y a une notion de korban alors qu'on est dans un monde totalement monothéiste. Premier point. Deuxième point qu'on apprend de ces korbanes, dans le verset numéro, comment dire, ouais, il fait une remarque incroyable. Il dit comme ça, Ve'evel avigamu mi bechot sono mi chel ve'en vaisha Hashem, regardez, vaisha Hashem, Hashem se montra favorable, el hevel ve'el milchato. Il s'est montré favorable à Hevel et à son milcha et à son offrande. Pourquoi on ne dit pas directement, Odélia, comment on aurait pu circonscrire la phrase? Son offrande. Hachem s'est tourné, a accepté vraiment son offrande. Pourquoi on dit El Hevel El Milchato? Il a mis sur Caïn. Comment? Sur Caïn, c'est pareil. Pareil, et pareil sur Caïn. Il n'a pas accepté Caïn et son offrande. Il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Milchat Caïn. Pourquoi on ne dit pas? Il dit un truc incroyable, Rav Hirsch. Il dit que ça veut dire ici qu'il n'y a pas de notion de fétichisme. Le korban ne dit rien en tant que tel. C'est pas un objet sacré, le korban. Ce que l'on dit ici, tout dépend de ce qui se trame à l'intérieur de ton cœur. Donc le texte précise, Hachem n'a pas agréé Caïn et son offrande, et il n'a pas agréé Hevel et son offrande. Le problème, il est dans ce qui se trame à l'intérieur de tes pensées. C'est ça qui nous intéresse ici dans le Korban. Donc les deux points essentiels dans le Korban, tout est une question de Kavana, primo, secondo. C'est une notion qui est bien antérieure à la notion d'Avodah Zarah. Maintenant, juste dernier point, j'ai pas le temps de truc, je ne veux pas trop empiéter sur la suite. Miketz Yamim, et ce fut au bout d'un certain temps. Pourquoi au bout d'un certain temps? Pourquoi on a besoin de dire au bout d'un certain temps? Ça veut dire qu'il a amené ton corban, pourquoi tu as besoin de préciser ce complément circonstanciel de temps? Question pertinente ou pas de Rav Hirsch? Oui ou pas? Bizarroïde? Réponse parce qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il y a dans l'agriculture? T'as du chiffre, t'as du chiffre d'affaires. On n'est pas dans la première moisson. On est au bout d'un certain temps, au bout d'une période. Donc il a son chiffre d'affaires. Et s'il a son chiffre d'affaires, nous dit le texte, il a fait Caïn mi-péri Adama. Il a amené des fruits, mi-péri Adama. Parmi ces fruits, nous dit Rashi,
Minagaroua. Les plus mauvais. Les pourris. Ouais. Il y avait les pourris, ça veut dire ceux que de toutes les façons je ne les mangerai pas. Alors tu sais qu'on les donne pour la yeshiva. Bah oui. Ouais. C'est ça qui est marqué. Alors, Veshegada chez Omeret Zerapishtan. Alors certains vont dire, c'est une lecture un peu plus sophistiquée, qu'il a amené du Zerapishtan, du lin, parce que ça pousse. Et son frère va amener, Miberot Sono, il va amener de la laine. Et le lin et la laine ne sont pas miscibles, hein, on ne les mélange pas. Donc il y a une idée qui est, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est très important ici de comprendre, c'est que Rashi comprend de mi Peri-Adama, il n'a pas dit Peri-Adama, le fruit de la terre, il a dit parmi. Et parmi, ça veut dire les plus bidons. Il dit un truc incroyable ici. Il y a deux points à rattraper ici. Il faut dire pourquoi d'abord. Pourquoi si tu as une idée géniale qui s'appelle remercier Hachem, au niveau de la forme, tu n'importe quoi. Pourquoi tu fais n'importe quoi sur la forme? Qu'est-ce qui se passe ici? On est en fin de chiffre d'affaires, on est en fin de cycle. Donc tu as engrangé aussi des super fruits. Pourquoi tu choisis les pommes pourries? Pourquoi? Alors, il y a deux éléments de réponse. Bon. Il n'est pas convaincu. Convaincu s'il le fait. Deuxièmement, alors, Rav Forman veut dire que c'est tout le problème de l'association. Mais on va dire que c'est une négligence de sa part, donc il n'est pas convaincu. Il le fait à contre-cœur. Non, après tu le fais, personne ne t'a demandé. On t'a pas demandé. Si je te demande de faire quelque chose, tu le fais mal. C'est pas bien, fais-le bien. Okay, mais si je t'ai pas demandé, tu le fais de toi-même. Alors c'est magnifique, alors fais-le bien. Fais-le bien. Il veut tester Hachem. Alors, c'est plus que ça. Ça veut dire, c'est pas qu'il teste Hachem, ça veut dire que c'est une façon de créer un pacte avec lui. Ça veut dire, il est conscient que tout vient d'Hachem. Comme dans un associé. L'ingénieur va dire au marketing, finalement, sans toi, il n'y a pas de marché. Moi, je suis intelligent, c'est vrai. Mais toi, avec tes techniques de commerce, s'il le dit trop fort, l'ingénieur, le commercial va se dire, mais en fin de compte, c'est moi le boss ici. On est à deux, mais en fin de compte, c'est moi là. Et vice versa, si le commercial dit, en fait, tu sais, moi, j'ai pas très fut-fut, hein, j'ai sens du contact. Ouais, j'ai sens des affaires, j'ai sens de contact, ouais. Mais en fin de compte, sans toi, j'aurais rien à vendre, quoi. Mais s'il dit trop fort, le commercial, l'ingénieur va dire, attends, mais finalement, Benamou, il est interchangeable. Il est interchangeable, Benamou, ouais. Donc ça veut dire que si on va se faire un cadeau mutuel, nous deux les associés, en fonction du cadeau que je te fais, tu pourras savoir avec quel degré de dépendance tu vis. Béhémet, si tu es conscient que sans le marketing, tu peux rien faire, tu lui faire un cadeau dans lequel, qui n'est pas forcément au niveau pécunier, mais qui va exprimer un sentiment de reconnaissance profond. Et vice-versa, l'autre aussi pareil. Mais si tu pêches dans le cadeau, c'est que tu ne veux pas lui signifier que tu dépends tellement de lui, parce que tu as peur en lui signifiant qu'ils disent, bah ok, s'il est tellement dépendant, je vais l'interchanger. Donc il y a une stratégie dans les cadeaux qu'on fait dans la vie. Une stratégie, et encore une fois, c'est pas une question du fric que tu mets dedans. Forman racontait un jour que ses élèves ont fait un cadeau, et ils ont fait cadeau, donc ils sont cotisés pour lui faire, pour lui offrir, une place dans un truc de théâtre, je sais pas quoi, donc un truc qu'il adore. C'était pas grand chose en termes de cotisation, ouais. Et il hésitait en fait, il aurait bien aimé, tu vois, qu'il y ait une manifestation de ses élèves, mais, il hésitait, lui il aurait bien, il caressait de l'idée, il voulait acheter une clé USB, la clé USB Raiden, je sais pas quoi, qui coûte assez cher, $500, tu vois, et il s'attendait à ce qu'il lui fasse ça. Et il a raconté qu'ils ont donné beaucoup moins d'argent pour acheter une place de théâtre, mais il a été fou de joie. Fou de joie, parce qu'en fait, ils ont réussi à taper dans le mille de ceux qui l'excitent. Bon, il a un PhD de l'histoire de l'art. Après, il a Yeshiva, il a fait donc un PhD à, je sais plus où, là-bas, comment ça s'appelle, à Baltimore. À Baltimore, là-bas, donc il adore l'art, il adore tout. Donc il dit, voilà, ça c'est ce que j'appelle un cadeau dans lequel tu exprimes une véritable reconnaissance. Et ben, ce qui se passe ici, chez Caïn, il est dans un rapport de troc avec Hachem. Ça veut dire, continue à envoyer la pluie, le soleil, l'oxygène, la photosynthèse, que les choses marchent bien. Et moi, je te donne un petit cadeau, un petit Mont Blanc comme ça, pas plus que ça. Ouais. Je ne vais pas y mettre, c'est ça qui se trame chez Caïn. Première lecture, avant la deuxième lecture avec Hirsch, qui dit que qui dit que ça c'est révélateur de notre attitude dans la vie. On a tous ce travers
de considérer la Torah comme étant des moments de spiritualité. Des quoi de spiritualité? Je viens payer mes impôts. Oui, Shimshon, je suis en cours. Ouais, Shimshon, je finis le cours là. Non, alors je te rappelle. C'est un participant. Allez, ça c'est ce qui se trame ici. Péché dans la forme, dans ce qu'il amène, c'est révélateur du fait qu'il s'acquitte d'un impôt. Il s'acquitte d'une taxe. Et on ne doit pas dans le monde spirituel ôter de son esprit qu'en fait c'est ça notre vie. Le monde spirituel c'est ça la vie de l'individu. C'est pas que j'ai des moments où je paye mes impôts, je paye les tzedaka, alors je paye aussi, j'ai un chiot et c'est bon, je m'acquitte, c'est pas comme ça. Il faut qu'on se voit petit à petit que ça fait partie de notre vie. Notre vie de façon radicale. Et ça qui se trame ici chez Caïn, il a péché parce qu'il est trop omnibulé, trop assujetti à sa terre, trop omnibulé par lui-même. Et ceci par l'état justement, il n'a pas réussi à dépasser cela, je m'arrête là.